Toi et ton adversaire, vous êtes les deux hommes les plus libres dans la salle à ce moment-là. En fait, en combat, je vois même pas moi et lui, c'est juste moi et moi. J'ai l'impression juste d'avoir une cible qui bouge et c'est tout. Je vois pas un humain en face de moi, c'est très bizarre. C'est une époque où nous, on disait pas qu'on faisait du MMA. Ah. Et moi, je me souviens, je disais à mes collègues, ouais, je fais de la boxe. C'est mal vu. Mon modèle, c'est Connor, hein, donc Ouais. on est dans le. Tu l'as déjà rencontré On est d'ailleurs dans le truc, ouais. C'est démesuré. Il arrive en Rolls-Royce, déjà, c'est pas lui qui conduit. derrière la Ça Rolls-Royce, change, ouais. non. Derrière la Rolls-Royce, il y a son garde du corps en Range Rover qui Ouais. attend devant. C'est-à-dire que pendant tout le temps où il s'entraîne, il y a juste un mec qui attend devant la différent. salle. Le fait d'être infirmier, c'est un métier qui est beau, tu vois, je le redis, mais la réalité du métier d'infirmier, c'est... ça te crée une forme de violence qui est des fois même plus dure que la violence physique. Donc je me rappelais de ces moments dans le fight. J'avais 0 sentiment, rien du tout. Ouais. J'ai l'impression de faire du ground and pound sur un sac, alors que c'est une personne en réalité en face. Bonjour à tous, donc Mathieu Penella pour Ogma et pour le podcast Zone Rouge. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir deux combattants, donc un combattant professionnel et un combattant C'est ça. amateur de MMA. Je vais vous laisser vous présenter un peu plus avant. Alors, moi, Beloshi Nassim, combattant, professionnel depuis quelques années déjà, actuellement au KSW, et puis qui connaît le milieu du MMA depuis des années, on va dire. J'ai vécu toutes les périodes un peu, du moment où c'était pas connu, au moment où ça a pris de la hype à maintenant. Et à côté de moi, Issan, Guérard. Je me présente alors, je suis combattant amateur encore pour le moment. J'ai commencé les sports de combat très tôt, à l'âge de 10 ans, par la boxe anglaise. Et après, j'ai un gros palmarès en mineur. J'ai fait beaucoup de titres de champion de France dans différentes fédérations. Et là, je suis en amateur. Je fais 3e mondial au championnat du monde et je combats au Brave ce dimanche-ci. Donc ouais, c'est rare que le Brave fasse Ouais. des événements amateurs. Ouais. C'est ça. J'y étais pour le coup il y a 2 semaines, donc c'est d'habitude plutôt professionnel. Ouais. Donc ça va être top, on va pouvoir rentrer un peu plus avant dans tout ça. Bon, d'abord, je lance le générique et puis on va commencer un petit peu la discussion. Donc on va commencer tout de suite la discussion parce que Yes. pour le coup ça va être un peu rapide. À quel moment vous avez commencé les sports de combat Je vais commencer par Nassim. Et puis Ouais, après, bien sûr. Moi, les sports de combat, j'ai commencé assez jeune, mais j'ai commencé par le parcours traditionnel, tu sais, judo. Ouais. Judo, le club de judo, je viens du nord de la France. Il était pas très loin de chez moi, donc c'était assez simple de prendre la licence là-bas. C'était à quoi 200 mètres ou 300 mètres. Et derrière, j'ai aimé ça. J'en ai fait quelques années. J'en ai fait pas mal en vrai d'années. J'ai fait de la compétition. J'ai arrêté une fois que j'étais black Tu y belt. allais combien de fois à peu près par semaine? C'était déjà quelque chose, une grosse passion ou- Ouais, c'était quand même une bonne passion. C'était 2 à 3 fois par semaine le judo. Plutôt 3 fois même, on va dire. C'était un sport que j'aimais bien. Et en vrai, j'ai pris goût à l'affrontement, je ne vais pas dire la bagarre, tu sais, L'opposition. à l'opposition. Ouais. C'est ça qui m'a fait rester dans le judo. Et la compétition, pareil, ça me faisait plaisir. Donc, ma porte d'entrée dans les sports de combat, ça a été le judo. Derrière, une fois que j'ai grandi, je suis devenu un petit peu plus adulte ou dans l'adolescence. À ce moment-là, je réfléchissais à autre chose. Ça me donnait plus trop envie le judo, donc je me suis mis à la boxe thaï. À la boxe thaï, j'ai bien apprécié. C'était nouveau, donc pour moi, c'était nouveau. Un sport dans lequel tu peux mettre des genoux, des coudes, tu peux envoyer les jambes. Moi, de par mes origines, c'était un truc que j'aimais bien parce que je suis marocain d'origine. La plupart des combattants en K1, il y a beaucoup de Marocains. Donc à l'époque, Ouais, je regardais T'étais les fan combats de d'Youssef Youssef, Bouganem. forcément. Maintenant, c'est devenu un ami, ce que je lui disais en plus. À l'époque, je regardais ses fights. Dingue. Et maintenant, c'est devenu un ami. Donc, tu vois, comme quoi, avec le temps, tu vois que tu évolues quand même. Ça t'a fait quoi d'ailleurs de le rencontrer? Ah, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir parce que, en vrai, j'aimais bien le personnage de base. Et c'était intéressant de le rencontrer parce que ça a été un. Moi, je suis pas fan je suis pas un mec qui peut se définir comme étant fan de quelqu'un d'autre, mais je m'inspire des gens. Ouais.
ça apporte une inspiration, une motivation. Et lui, il a apporté ça quand j'étais jeune. Donc, ça m'a fait plaisir de le connaître et de le découvrir. C'est un côté exemplaire, peut-être? Ouais, c'est ça, je vais te dire comme un grand frère. Ouais. Bon, lui, il me connaissait pas, mais Mais de loin, non. mais je quand je regardais sa carrière, ce qu'il faisait à l'étranger, je me disais, ah ouais, incroyable. Mm. Donc, au final, de le rencontrer, c'était top. Et une fois que je suis arrivé sur Paris, moi, je me suis mis au MMA. J'avais pas de potes sur Paris, c'était le moyen de rencontrer des gens. De base, c'était même pas rencontrer des gens. Je me dis, j'ai pas de temps à perdre. Vu que j'ai pas de potes, j'ai pas de temps à perdre, donc je peux faire du MMA. Ah. Et après, c'était la suite logique de tout le parcours. Judo, boxe thaï. La suite, c'était de lier un peu le pied-point, mes bases en judo. Le MMA, c'était un sport qui était nouveau et qui m'inspirait beaucoup parce que je me disais, en fait, on a le droit à pas mal de choses. C'est le vrai combat. Et donc, je suis tombé dedans. Voilà. Hyper intéressant. Et pour toi? Pour moi, j'ai commencé la boxe, j'avais 10 ans, du coup. Il n'y a pas vraiment d'explication. Je faisais du foot à la base, je pense comme tout le monde. Ouais, comme Et beaucoup. après, j'étais attiré par ça. C'est ce que je disais à mon père. Je voulais faire de la boxe. Je sais pas, au début, je savais pas vraiment pourquoi. Je me suis inscrit. Forcément, j'ai adoré. Donc, je suis resté quelques années, je crois à peu près 2 ans en boxe, donc de mes 10 à mes 12 ans. Et à force de regarder les combats de MMA à la télé, je regardais ça. En fait, en fait, je me disais que c'était un truc de fou. Et quand il y a un club qui a ouvert dans ma ville, je me suis directement inscrit. Et depuis, ça fait 6 ans que j'ai pas arrêté. C'était quoi? C'était en 2015? C'était qui, là, les grosses têtes que tu regardais à cette époque-là? Non, à cette époque-là, quand j'ai commencé, c'était 2018-2019. D'accord. Ah oui, donc plus tard que ça. Ouais, d'accord. plus tard, c'était à 6 ans déjà, ça Ouais. passe vite, 6-7 ans même. Et je regardais les combats sur l'équipe quand ils remettaient les anciens trucs. Et je connaissais personne à ce moment-là. Forcément, je connaissais que Connor. Mhm. Et même aujourd'hui, ça reste ma plus grande inspiration dans le MMA. Et voilà, quand ça a ouvert près de chez moi, je me suis senti obligé d'y aller. C'est ma mère qui m'a poussé à y aller aussi au début. Ok. Elle m'a dit, parce que je faisais plus de sport, j'avais arrêté. Ok. Et j'ai toujours été sportif. Elle m'a dit, faut que tu y ailles, va essayer et tout. J'y ai été. Et maintenant, ça fait 6 ans qu'elle s'arrache les cheveux à chaque combat. Ah, oui, Voilà. maintenant il y a le. Maintenant que t'es piqué, c'est dommage. Parce que c'est exactement souvent ça. les pères qui poussent. Alors, des gens que j'ai Ouais, c'est ça, bien interviewés, sûr. c'est souvent les. Ouais. Et t'avais des gens qui faisaient des sports de combat dans ta famille? Non, pas du tout. Ok. Je Donc suis c'est le vraiment toi seul. tout seul. Ouais, je suis le seul. Ok. Le seul. Et c'était quoi? T'étais bagarreur ou il y avait t'aimais Ben- l'opposition ou c'est juste que en fait fallait te dépenser et... Pas vraiment, mais en fait, j'ai toujours kiffé l'affront. Le fait de, Mhm. il y a toi, il y a moi, Ok. et maintenant, qui est le meilleur? Ok. Voilà, c'est tout. Et peu importe, dans n'importe quoi. J'ai toujours été compétiteur, et dès que je me suis lancé dans un truc, j'accepte pas le fait de perdre. Je voulais toujours gagner, même si c'est un truc tout bête. Demain, on va jouer à n'importe quel jeu, Ok. il faut que je gagne. Et du coup, en fait, depuis tout petit, déjà, c'est comme ça. J'ai toujours été comme ça. Et je pense que ça s'est développé naturellement. Et après, ouais, c'est ça. J'ai toujours eu besoin de ce truc de confrontation. Et au final, il n'y a rien de plus primaire que vrai. les sports de combat. Donc, en fait, on revient à ce truc de base, entre guillemets, qui est le plus fort. T'as des frères et sœurs? Ouais, j'ai un petit frère. Ça qui lutte. explique peut-être aussi. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez ce côté d'opposition tous les deux? Ouais, il est Ouais. trop petit. On a 13 ans d'écart. Ah oui, d'accord. Ok. Mais par contre, il suit tout ce que je fais. Donc Ok. là, lui, il a déjà commencé. Hmm. Donc il pratique déjà le MMA. Ok. Donc t'es C'est côté un très petit peu tôt. exemple là-dessus. Ouais, c'est ça, ouais. ok. Il regarde mes vidéos quand je suis pas là, il regarde mes vidéos toute la journée. Ok. Ouais, non, c'est que ça. Ok. Ouais. Ça, c'est hyper intéressant. Et toi, pour le coup, c'était plutôt ton père ou qui c'est qui t'a poussé vers les sports de combat au tout départ? En vrai, je vais pas te mentir, je pense que c'est la proximité du club Ok. envers la Ouais, tout maison, simplement. de base, hein, vraiment. Ouais. C'est Ok. que mes parents ils voulaient que je fasse du sport. Hmm. On avait un complexe sportif en face de chez nous. Il y avait un stade de foot, il y avait un club de judo, du basket, il y avait quoi d'autre, du ping-pong, tout ça. Mais après, nous, on a été vers le judo parce que c'était un sport qui était assez quand même démocratisé à l'époque. Complètement. C'était, il me semble, le sport numéro 1 quasiment en France. Il y avait énormément de licences. Donc on a été vers le judo. Et surtout que c'était un art martial que tu ressens comme étant un art martial propre. Tu Ouais. vois, le Traditionnel, donc. tu vas apprendre le traditionnel, respect. propre, tu apprends, voilà. T'apprends des choses que tu n'auras pas forcément dans d'autres sports. Donc c'est ça, je pense, qui nous a poussé
moi et mes parents, et aussi mon frère jumeau, parce que j'ai un frère jumeau, mais on se ressemble pas du tout, a démarré le judo. Et du coup, de là, c'est parti de là. Et il fait quoi maintenant, ton frère jumeau? Parce que pour le coup, vous avez commencé par la même chose, mais Il fait un j'imagine. peu de sport de combat maintenant. Parce que Ouais. mon frère jumeau, il m'accompagne sur toutes mes Fight Week. Ok, Il m'aide sur le cutting et tout. d'accord. Il a fait beaucoup de judo. Quand il m'a vu démarrer la boxe thaï, il a démarré un peu à la boxe thaï après. Et après, bon, moi, j'ai pris le chemin du MMA. Il fait du MMA de temps en temps. Il faisait beaucoup de lutte aussi à un moment donné. Il reste un peu dans les sports de combat, mais pas au même niveau. Ouais, Ouais. il est enfin, pratiquant sérieux, mais loisir. Ouais, voilà. Ok. Oui. Donc toi, pour le coup aussi, ton frère qui fait des sports de combat, donc ça devient Ouais. quelque chose de familial. C'est hyper intéressant, je trouve, à quel point Ça, par contre, ouais. ça a ce côté d'attraction, en Ouais, fait, c'est vrai. le MMA, plus peut-être que les autres, C'est vrai. autres disciplines. Bien sûr. Mm. Ouais. Ça a ce côté attractif à mort. Bah, on le ressent même aujourd'hui, tu vois, sûr. Sur les réseaux, etc. sur les réseaux, sur le nombre de personnes qui s'y mettent. Tout à l'heure, moi, je te disais que j'avais connu toutes les époques. Il y a une époque où nous, on ne disait pas qu'on faisait du MMA. Ah. Et moi, je me souviens, je disais à mes collègues, ouais, je fais de la boxe. C'est mal vu. Ouais. C'est parce que c'était mal vu, et autre chose, c'était un sport qui n'était pas vraiment connu de Personne tous. connaît. Donc, t'expliques le fait que tu... Que tu fais Moi, combien de temps? je suis Ouais. dans un milieu où on va dire dans la santé. Ouais. C'était compliqué, donc je disais, ouais, je fais de la boxe. Je pratique de la boxe, voilà, à un Ouais. certain niveau. Et puis Ok. après, petit à petit, quand ça s'est totalement démocratisé, tout le monde connaissait, donc c'était plus fluide. Et vous savez ce qui vous a poussé au tout début, enfin en tout cas, à quel moment vous êtes passé de pratiquant loisir à pratiquant de j'aimerais bien devenir professionnel, Ouais, j'imagine, bien pour sûr. toi, et l'être déjà pour Nassim? Ouais, moi, je pense savoir. Je pense que moi, à un moment donné, j'avais besoin de pratiquer, pas pour être seulement pratiquant ou prendre du plaisir. C'est quand tu passes le cap du plaisir de la pratique c'est du loisir, voilà, je sors Mhm. de la salle, j'oublie limite ce que je viens de faire, je me suis dépensé. C'était vraiment pour une recherche un peu plus approfondie sur toi-même, tu vois. Ouais. Tu te poses des questions de est-ce que tu es capable d'aller dans une cage. Ça, c'est déjà, je pense, un premier step qui est compliqué pour vraiment beaucoup de monde. De se dire, je me prépare pour rentrer dans une cage, pour faire un combat devant des caméras, devant beaucoup de monde. C'est un stress énorme. J'avais besoin de savoir si j'étais capable, premièrement. Une fois que je me suis testé, que j'ai aimé ça et que je me suis dit, ouais, c'est bon, tu es en capacité de le faire. Déjà, ça te donne énormément de confiance en toi après. Et par la suite, tu dis, ben, on veut voir où est-ce que tu peux aller encore plus loin dans cette recherche sur toi-même, tu vois. Mais c'était pour te le prouver à toi ou pour le prouver, je sais pas, à d'autres Non. gens? C'était vraiment Moi, c'était pour le prouver à moi, parce qu'au début, je l'ai dit à personne. Il n'y avait que mon frère jumeau qui était au courant. Ouais. Donc moi, mes parents et mes grands frères et ma grande sœur, ils ont découvert ça parce que je me suis fait un peu balancer, tu vois. Ok. Je me suis fait un peu balancer La à cause de... Non, mais même pas. C'est qu'il y a des gens de ma ville qui ont dit, Ouais. ils croisent mon père, qui lui disent, ah, on a vu ton fils à la télé. Tu sais, des trucs comme ça, tu vois. Ouais, Alors que ok. moi, je leur disais absolument rien sur le Ok. MMA. Ouais. C'était vraiment pour moi. Ah, c'est fou. Ouais, C'est vraiment particulier. Mais il y avait, j'ai entendu une interview de toi où tu disais justement que tu avais l'habitude un petit peu de te bagarrer, alors très gentiment avec les gens autour de ta ville, etc. Je suppose avec tes amis. Quand on était petit. Ouais, quand tu étais petit. Tu disais que c'était pas toi l'alpha. Ouais, Mais c'était là, pas pour le moi. coup, il y a quelque chose qui t'a poussé justement à te dire que là, pour le coup, tu fais plus ça pour rigoler, c'est vraiment pour de la performance. Donc, le but, à mon avis, notamment dans les sparring, c'est quand même de prouver que Ouais, mais c'est toi le meilleur. ça, tu le comprends petit à petit, je pense. Mm. Tu sais, même, je pense, on en parle souvent avec Isan maintenant. On est un groupe de pros autour de lui, parce que Ouais. il a, en réalité, il a un niveau qui est supérieur à certains pros. C'est qu'on en parle, c'est que maintenant, quand tu décides de passer ce cap et que tu l'as passé, il y a un déclic à avoir, c'est que tu dois t'entraîner comme tu vas combattre. Donc, Ouais. la réalité, c'est qu'à l'entraînement, tu dois Appuyer. chercher à appuyer, chercher à faire mal. Parce que comme tu t'entraînes, comme tu combats, si tu t'entraînes en étant Loisir, ouais, enfin, oui. dans le plaisir ou même en cherchant à ne pas finir tes adversaires ou à ne pas gagner,
et ben tu vas pas forcément gagner le jour J parce que mentalement, tu te prépares pas à ça. Tu vois. Et toi, tu l'as senti justement ce déclic? Mais à vrai dire, je l'ai pas vraiment ressenti parce que justement, j'ai toujours été comme ça et c'est peut-être ça qui est mauvais. Des fois, à l'entraînement, je me fais entre guillemets engueuler parce que je fais des trucs qui sont censés pas être legit. Dans le sens où, par exemple, si c'est un sparring dur ou que c'est un vrai test match dans la cage et pas avec tous les autres, si je dois me relever de la position et te mettre un doigt dans l'œil, je vais le faire. Il y a du vice. Il y a du vice. Il y a du vice dans son jeu Il y déjà. a du vice dans mon jeu et ça me dérange pas parce qu'en fait faut que je sois au-dessus et c'est comme ça. Ou par exemple, si je sens que je vais me faire projeter, s'il faut que je mette mes doigts dans ton gant, je vais mettre mes doigts dans ton gant et je vais serrer. Il n'y a pas de souci avec ça et en fait j'ai toujours été comme ça, donc C'est le j'ai truc pas compétiteur. vraiment eu le ouais. déclic. Ouais. Bah en fait, je pense surtout que, en fait, dans la théorie qu'on essaye de développer, donc on vous mettra aussi en lien l'essai qu'on a fait qui s'appelle Par-delà l'instinct. Donc je vous le repartagerai histoire que vous puissiez aussi en prendre connaissance. Ouais. On est parti du point de vue qu'il y avait peut-être des gens qui étaient nés comme ça, nés guerriers. Il y en a qui l'ont acquis. Peut-être ce serait plus ton cas, Nassim, qui au fur et à mesure a trouvé le côté guerrier, l'attrait du danger. Et peut-être toi, où tu étais déjà compétiteur et tu avais déjà ce switch-là Ouais, mental. c'est ça, je pense. Même je pense que pour certains, il y en a, ils sont comme ça de base. C'est juste qu'ils l'ont tout simplement pas découvert. Ouais. Mais moi, dès que je me suis lancé dans quelque chose, j'ai toujours eu l'ambition de performer, peu importe le domaine. En fait, je peux pas faire un truc pas à 100%. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais très peu de choses d'ailleurs, à part le MMA, mais je suis à 100% dedans. Et je vais pas m'éparpiller. Donc voilà. Et pour quand tu joues à des jeux et des trucs comme ça, c'est pareil? Je joue pas aux jeux, pas de PlayStation, rien. Je suis tout petit. Pareil. Ah ouais, donc c'est vraiment... vous évitez tous les autres trucs. Hyper intéressant. Et donc ça demande un mental particulier. Bah, d'ailleurs, toi, tu qui le vois à l'entraînement, c'est aussi ça qui fait que tu as confiance en son avenir, entre guillemets, de combattant. Ouais, j'ai archi confiance en son avenir de combattant parce que tu le vois tous les jours évoluer. Il a un très bon niveau, c'est un perfectionniste. Il a faim, comme on dit. Et ça, tu vois, ce qu'on disait, soit tu découvres que tu es un guerrier, bon, c'est inné, que tu es né comme ça. Ou par exemple, moi, dans mon cas, je sais que j'ai pris conscience que quand tu arrives dans ce milieu, il faut que tu aies cette mentalité et que tu la développes. Lui, il l'a et il l'utilise plutôt bien pour justement performer. Donc, je me dis qu'à l'avenir, il a un potentiel énorme. Il y a d'autres facteurs qui font c'est qu'il n'est pas bête aussi. Ça, c'est important, je trouve, chez les combattants. C'est qu'il n'est pas bête, il sait comprendre les choses, il comprend assez rapidement. Il a une qualité dans l'analyse du combat que peu ont aussi. Donc, tous ces facteurs-là font que moi, je pense qu'il va péter comme il faut. Il va exploser comme il faut. Ça fait plaisir d'entendre ça, j'imagine. Ouais, bien sûr, ça fait plaisir. Forcément, on est tous les jours ensemble, mais c'est pas des choses qu'on peut se dire souvent. Mais non, ça fait plaisir de l'entendre. Après, on en a déjà parlé plein de fois. Je connais mes qualités. On se sait, on va dire. Et oui, bien sûr, ça fait plaisir de l'entendre. Surtout quand ça vient d'une bonne expertise. Donc ça fait plaisir. C'est l'une des spécificités aussi, je trouve, des sports de combat. C'est la capacité de s'avoiner, de se prendre des coups, d'en donner à quelqu'un qu'on apprécie particulièrement. Parfois même, ça aide à comprendre quel type de personne t'es. Est-ce que t'es quelqu'un qui est craintif, qui va plutôt fuir le combat? Est-ce que t'es quelqu'un qui va plutôt y retourner? Et je trouve que ça crée des liens qui sont plus forts. Bien sûr. Bien sûr. Moi, je trouve que c'est... je pense que le MMA, ça crée des liens comment dire, qui sont très très forts. Et je vais te citer un autre combattant qui me dit très souvent ça quand on se retrouve sur des Fight Week, que ça soit lui dans le passé ou moi ou d'autres, c'est que ça t'amène des aventures humaines que tu vas pas oublier. C'est clair que non. Parce que en vrai, c'est Michael Lebou qui me dit ça tout le temps. Donc Michael Lebou qui est pour moi un exemple dans le MMA. Ce mec, il dit très souvent, c'est que des souvenirs. Et c'est des aventures humaines qu'on vit ensemble. Et ça, je trouve que c'est des trucs qui vont te marquer à vie. Pour expliquer aussi un petit peu à nos auditeurs, parce qu'ils ne seront pas tous du monde du MMA, donc Michael Lebou, c'est l'un des combattants français qui a fait le plus d'organisation. Je pense même que c'est celui qui a fait le plus d'organisation. Il a combattu au KSW, au M1, il a combattu à l'UFC, au RS. Il a fait vraiment beaucoup d'organisation.
Dernièrement, il a pris sa retraite. Exact. Alors, est-ce qu'il va revenir ou est-ce Non, qu'il il va va pas revenir? il va pas On ne revenir. sait jamais. Il a fait un superbe combat contre Amin Ayoub. Exactement. Donc, qui était vraiment. Au KSW à Lyon. Ouais, qui était fou. C'était fou. Ouais. Moi, j'étais là. En plus, les deux, je les connais. C'était un combat stressant pour moi. Laisse tomber. Ah oui, parce qu'en plus, toi, t'es en tout cas ami avec Miguel, et je suppose que t'es aussi assez proche de Amine, donc Ouais. ça devait faire bizarre. Ouais, ça devait faire bizarre. Et en soi, c'était un combat très stressant parce qu'en vrai, je voulais pas que l'un des deux tombe KO. Ouais. Et c'est pas passé le moins important. Ouais. c'est vrai qu'il s'est fait toucher Mika. Et bah, en fait, ce combat, il est à l'image de sa carrière. C'est un guerrier. C'est ça. C'est un guerrier. C'est le dernier combat de sa carrière. Il met les gants avec un combattant qui est en train d'exploser, Amin Ayoub, et qui a déjà prouvé dans le passé. Et il fait un combat exceptionnel. Et ce fight-là, franchement, moi, il restera marqué dans mon crâne parce que j'étais à 1 mètre de la cage, debout comme ça, à regarder le combat tout seul. Parce que je voulais le voir tout seul, ce combat. Ouais. Mais ouais, du coup, bah, de ce qu'il en dit, c'est ce qu'il a dit juste après, tu vois. Juste après ce fight, moi, je suis parti le voir dans le vestiaire et il m'a ressorti la même phrase. Voilà, c'est que des aventures humaines. De toute façon, on sait que tout est éphémère dans ce milieu. Tout est éphémère, on va dire, même dans le monde. Ouais. Parce que la réalité, même dans ce sport, c'est que tu sais que le champion UFC d'il y a 3 ans, de certaines catégories, il y en a qui s'en souviennent plus. C'est ça. Donc, c'est pour créer des souvenirs à vie pour nous, déjà, de base, et ensuite faire plaisir au public et aux connaisseurs. C'est intéressant cette logique-là. C'est vrai moi, l'un des combattants qui me fait ce tilt-là, c'est Henri Cerudo, Ouais. donc ancien multiple champion, d'ailleurs double champion puis champion olympique, enfin champion olympique plutôt et double champion. Ouais. Et là maintenant, c'est plus lui qui est au top. Ouais. Il s'est fait Bien battre par Merab, même roulé dessus par Merab. Et en fait, on se rend pas compte que ce gars-là était une légende. Il était dans la discussion des GOAT, et maintenant c'est plus ou moins quelqu'un, j'en entends d'ailleurs dans beaucoup de podcasts qui rigolent presque de lui Ouais, en c'est disant fou. qu'il est plus actuel, mais ce gars-là a fait déjà C'est il fou, était c'est champion fou. olympique à partir de là. Après, Exactement. Même, il y a un autre exemple. Il y a Léon Edouard ouais. ce week-end. Voilà, qui s'est fait battre il y a pas longtemps. Et c'est vrai, hein. Et il a pris sa retraite là, tu vois. Il a pris sa retraite et il dit un truc qui est vrai, que moi je disais pas mal à beaucoup de monde, c'est que une fois que tu as touché le Graal, que tu es devenu champion, t'as plus forcément la même envie derrière quand tu prépares tes combats. Et c'est ce qu'il a écrit, on va dire, dans son post pour on va dire, officialiser sa retraite. Et tu vois qu'en fait, on en oublierait presque qu'il est champion et qu'il a mis un headshot KO à Kamaru Usman, tu vois. Et tu reprends même, en fait, ça revient même sur le cas d'Ousmane. Ousmane, il y a une époque où il a roulé sur toute la catégorie, et au final, il y a eu Edouard Chimaev et tout le monde l'a enterré. Ouais. En fait, c'est juste un cycle en vrai. C'est les Je pense cycles. que c'est ça. C'est ça. Mais qu'est-ce qui pousse C'est des les gens cycles. à rester, justement, à continuer à combattre? Parce qu'en fait, c'est intéressant parce qu'on a fait, Tanguy m'a envoyé ce matin une étude justement sur les personnes qui ont pris leur retraite. Ouais. Et c'est hyper intéressant de voir comment ils ont pris leur retraite. Donc Khabib qui s'est dit j'arrête, donc Au son bon père, moment. son père décède, il fait son dernier combat qu'il gagne, il prend sa retraite, il revient jamais. Conor McGregor qui annonce sa retraite et son retour 5 ou 6 fois. John Jones, c'est encore pire. C'est-à-dire il annonce sa retraite, il veut recombattre à la Maison Blanche, c'est vraiment abusé. Ronda Rousey aussi qui était aussi particulièrement intéressante, où elle a dit qu'elle pouvait pas partir sur... si elle partait invaincue, elle a dit que le sport du MMA féminin se relèverait pas. Elle a d'ailleurs pas foncièrement tort parce que c'était vraiment la plus connue de l'époque. Probablement l'une des seules femmes, je pense, à avoir attiré autant l'attention. Je pense qu'elle est dans le top 5, tout athlète confondu de MMA, à ramener du public. Dans le MMA féminin, elle a marqué l'histoire. C'est sûr. Ouais. Et en termes d'attraction, il y avait véritablement qu'elle. C'est la Conor féminine. Et il est vrai que si elle était repartie invaincue, potentiellement, le MMA féminin s'en serait pas relevé. Et après, il y en a plein d'autres. Daniel Cormier, pareil, qui a annoncé des retraites et en fait, qui finalement a fait le combat de plus qu'il a fait perdre. Il y en a plein des situations comme ça. Vous réfléchissez à ça aussi, de partir au bon moment ou pour le coup, t'es vrai que t'es jeune. Ouais, c'est jeune, mais j'y ai déjà pensé. En fait, mais je pense que pour moi, ce qui les fait recombattre, beaucoup pensent que c'est l'argent. Moi, je pense pas.
par exemple, un gars comme Conor, je pense que les Ouais. revenus qu'il gagne à C'est l'UFC, sûr que non. c'est même pas 20% de ses revenus en fait sur ce qu'il a ailleurs. Même pas. Et moi, je pense que c'est ce qu'on parle depuis le début, c'est l'esprit de compétition. Et Conor, il l'a toujours dit qu'il adorait la compétition, par exemple, pour donner son cas. Et moi, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ce qui se passe à l'intérieur, en fait, qui est plus fort que tout. Et je pense que c'est pour ça que les gens reviennent. Même moi, je me suis déjà dit, j'aimerais bien partir à mon top, dans le meilleur des cas, à 32 ans et tout. Et je me suis dit, mais je vais faire quoi après, en fait? Faut le préparer. Mais c'est ça, en fait. C'est Mais ça. qu'est-ce que je vais faire après? Ouais. Et je pense que c'est ça, et c'est pas forcément compréhensible pour tout le monde, mais le fait que les gens annoncent leur retraite et reviennent, et je pense que c'est pareil, en fait, c'est des états mentaux. Et je pense que ça joue énormément. Mais je pense pas que ce soit l'argent ou autre, comme les gens peuvent le penser. Et le statut social, est-ce que ce serait pas ça aussi qui pousserait les gens Parce que devenir combattant, ça te donne justement ce symbole d'alpha qu'on a quand on est jeune, où on se pose tous la question qui est le plus fort, de la récré. Être combattant de MMA, être champion UFC d'autant plus, ça te donne ce statut, ce label de je suis l'alpha de la meute. Ouais. Est-ce que vous le ressentez par exemple, ce côté-là, ou ce thrill, cette mentalité-là d'être quelqu'un de particulier parmi les hommes, avec un grand H, j'entends. Ouais. En fait, moi, je pense qu'il y a plus cette recherche aussi de feeling et de sentiment. En gros, moi, ça m'arrive souvent, par exemple, quand je combats, je gagne, je vais avoir tout ce qui se passe autour, ça va être aligné, c'est parfait. Mais en fait, on est tellement dans une société où tout est surconsommé que au bout de 2 semaines, tout le monde s'en fiche. Et là, tu te dis, mais moi, je veux ce sentiment de gagner, ce sentiment de victoire et tout. Et je pense que ça joue énormément. Il y a un côté drogue, en fait. Ouais, c'est exactement ça. C'est la dopamine que ça te procure. Je pense que c'est plus fort que l'argent, que tout ça. Ouais, c'est une sensation qui est incroyable. Quand tu as gagné un combat devant des milliers de personnes. Pour exemple, je vais te dire, moi, j'avais combattu à la Défense Arena au KSW. J'avais gagné à la Défense Arena. Et en fait, la sensation, elle est incroyable. Tu as 17 000 personnes autour. C'est une salle qui est énorme. T'as ton quart d'heure de gloire devant tout ce monde. On te recroise après, on t'arrête. Ça, c'est incroyable. Et après, pour revenir à ce que tu disais sur les gens qui prennent leur retraite et qui reviennent, moi, je pense qu'il y a aussi un autre facteur. C'est que le fait que quand tu décides de prendre ta retraite, ok, tu décides de raccrocher les gants, mais tu goûtes à une vie qui est moins attractive que la vie d'un combattant. La vie d'un combattant, même s'il travaille à côté ou qu'il a un boulot alimentaire à côté, qu'il a ses horaires, c'est une vie qui est attractive quand même, parce qu'il y a ce petit plus, tu vois. Il y a ce petit plus de combattre, ce petit plus d'être en prépa, de faire des choses un peu plus exceptionnelles. C'est pas des choses qu'on retrouve très souvent dans un groupe de personnes, tu vois. C'est intéressant parce que pour le coup, on parlait de Leon Edwards qui a perdu ce week-end. Il y a aussi Tom Brady qui a perdu ce week-end et qui a posté en disant que ce sport, c'était les highest high et les lowest lows. Donc, c'est les plus hauts des sensations et les plus bas des sensations quand tu perds. Je pense qu'il y a un côté aussi qu'on pourrait dire d'accoutumance, un effet de seuil. C'est-à-dire quand vous êtes combattant, que vous combattez relativement souvent, en fait, vous poussez vos seuils d'émotions plus loin. C'est-à-dire que pour ressentir des choses très intensément, il faut que vous alliez chercher ce genre d'accomplissement et d'achievement. Et je pense que c'est là aussi où la retraite, en plus, la retraite est plus jeune, donc c'est pas comme quelqu'un qui va prendre sa retraite à 60 ans où le corps en fait décline entre guillemets, donc en fait je veux dire c'est déjà ça, et encore même la retraite de toute façon pour n'importe qui c'est déjà quelque chose de difficile, donc en plus pour un athlète c'est hyper complexe, donc vous le ressentez. Je pense que c'est vrai pour tous les sports, mais c'est vrai que le MMA a un statut je pense à part dans ce genre de choses, c'est vrai, de choses là. C'est vrai. Et vous le faites d'un point de vue, comment expliquer ça, est-ce que vous avez l'impression que tout est simple dans la cage? En fait, vous êtes, face à l'adversaire, vous avez une liberté que vous n'aurez pas dans la vie de tous les jours, en tout cas une liberté relative. Vous devez faire face à quelqu'un qui a quand même comme but de vous mettre KO ou de vous soumettre et de vous terminer. Mais cette binarité, peut-être,
elle est intéressante philosophiquement. Elle est très intéressante philosophiquement et je vais te dire, en plus, j'en parlais avec des gens qui ne connaissent pas forcément le MMA et la réalité de la cage quand tu combats, c'est que toi et ton adversaire, vous êtes les deux hommes les plus libres dans la salle à ce moment-là. C'est-à-dire que vous avez un seuil de liberté qui n'est pas toléré par la loi et par plein de principes dans la société qui sont tolérés dans cette cage. Parfois, on regarde le sport, le MMA, comme étant... on l'a beaucoup décrit comme ça il y a quelques années, comme étant un sport de brut, de personnes qui ont le droit de faire ce qu'ils veulent dans une cage, donc à la fois des animaux enfermés dans une cage. Sauf que la réalité, à ce moment-là, c'est qu'on a deux personnes qui sont les plus libres possibles, qui sont consentants à faire ça et qui se préparent pour faire ça. Et la réalité du sport, c'est que c'est un sport qui est brutal. La vie est brutale aussi pour pas mal de monde. Mais c'est brutal, mais c'est aussi un sport, c'est un jeu d'échecs aussi, en fonction des stratégies, en fonction des game plans. Et peu dans les personnes qui regardent le MMA d'assez loin, qui ne connaissent pas forcément de manière précise ce qu'est le MMA, auraient pu avoir, on va dire, un point de vue assez erroné sur ce sport. Mais après multiples explications ou discussions avec ces gens, ils comprennent un peu plus l'ADA du MMA, j'ai envie de te dire. Je suis assez d'accord avec ça. J'en discutais souvent et je vais peut-être te faire réagir par rapport à ça. J'avais eu une discussion, j'en ai déjà parlé dans l'épisode 1, donc on va remettre une pièce aussi. Donc j'étais à Rio avec Michael Marissardi, que vous connaissez, qui est aussi un combattant professionnel de MMA. Ouais. Et en fait, on parlait de ce qui le poussait à rentrer dans la cage. Il est un peu à la genèse du projet qui est Zone Rouge. Et en fait, il me disait, c'était le fait de ressentir, le fait d'être un animal et ce côté primal et binaire une fois qu'on est dans la cage. Mais en fait, quand il m'a dit ça m'a tout de suite fait tilt. Je me suis rendu compte que le MMA, c'est le sport le plus humain qui puisse arriver. Les animaux jouent pas en fait à se faire la guerre. On se bat rarement entre égaux. Pour la reproduction, ça peut arriver, mais sinon, le but, c'est justement de s'attaquer à quelqu'un de plus faible et de le battre. Donc, le MMA est un sport résolument humain. Ouais. Et en fait, la quête, elle n'est pas animale, elle peut être souvent une quête philosophique. Peut-être, d'ailleurs, oui, une quête de liberté, d'essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur, de comprendre nos mécanismes internes, de se faire des défis, de prendre le plus gros risque possible dans la cage pour justement comprendre des choses sur soi, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça, en fait, c'est toi et toi-même. Ouais. Mais en fait, justement, plus le challenge il est gros, plus ça m'anime. C'est exactement ça, en fait. C'est excitant. Il y a plus de sensations, il y a plus de... Par exemple... Là, pour mon prochain combat, j'avais un combat de prévu dans une très bonne organisation française qui est le PEF, en amateur. Et on m'a proposé le Brave sans distinction d'organisation. C'était surtout pour l'adversaire en fait, que j'ai accepté. Ouais. Là, le mec que je prends, c'est un champion d'Europe IMAF dans la KTO dessus. D'accord. Et dans la vie de tous les jours, il doit faire plus ou moins 80 kilos et c'est une ceinture noire au sol. Ok. Voilà. C'est juste pour ça. Il avait besoin de se tester, tu vois. Ouais. Ça t'anime. Alors que beaucoup de gens auraient pris ça reste un autre challenge, mais un challenge plus facile. Que là, sur le papier, il y a sur le papier, je suis pas donné gagnant, je pense. C'est hyper intéressant parce que beaucoup critiquent le monde amateur maintenant parce que justement, ils protègent leur c'est ce que leur j'ai dit record. Il y a pas longtemps. Et toi j'ai fait une vidéo là sur Instagram il y a pas longtemps, c'est exactement ce que j'ai dit. J'ai dit, je veux pas faire comme la plupart des amateurs français à prendre des mecs qui sont en négatif même. Et en fait, quand tu arrives en pro... 4 oses. Je dis, ah mince, en fait, j'aurais dû peut-être prendre des mecs plus forts en amateur. Ouais. En fait, l'amateur, c'est fait pour ça aussi. C'est fait pour ça. Et en fait, aussi, j'ai eu cette conversation-là avec un ami à moi hier. Et c'est ce qu'on disait, on s'entraîne tous les deux en Irlande, c'est Azael. On s'entraîne tous les deux ensemble. Et en fait, il me disait, ce qui est dommage, enfin, pas dommage, c'est très bien, mais en France, le milieu amateur, il est très démocratisé. Ouais. Et en fait, ça peut des fois pousser les amateurs à pas autant combattre. Que moi, par exemple, ce qui me conviendrait, ce que j'adorerais, c'est combattre comme les gars du pied-point. En fait, tu combats tous les week-ends, même tu finis ton palmarès amateur à 50-20, on s'en fiche, tu vois. Ouais. Que là, en amateur, et un mec, tu vas être en 6-0, tu prends 2 défaites d'affilée, finalement, c'est peut-être plus un prospect. 2 défaites, tu vois, c'est pas énorme, en fait. Je pense qu'on a tellement surmédiatisé ça, ce qui est bien aussi, mais il y a cette partie négative où
ça peut peut-être bloquer certains combattants. En fait, je pense qu'il y a un côté de t'es combattant, tu veux combattre, Ouais. mais vient se poser dessus le business. Exactement. Et en fait, à partir du moment où le business se pose dessus, Ouais. bah, t'es plus bankable si t'as perdu. Donc, C'est ça. je comprends aussi ces gens-là, justement, qui refusent c'est de. normal aussi. C'est dans la logique. Et potentiellement, j'ai discuté aussi avec des gens qui ont fait la transition de l'amateur vers le pro et qui sont très frustrés. Je parlais notamment avec Axel Alfandari, Ouais. qui a fait cette transition-là. Et en fait, il est hyper frustré parce qu'en fait, il ne peut plus combattre, en fait, quasiment. Ouais, c'est ça. Parce que les propositions, elles sont moins nombreuses. En plus, quand tu as un revers, On bah, t'appelle plus. limite on t'appelle plus ou alors on t'appelle Ouais. pour perdre. C'est-à-dire que Ouais. t'as l'extrême inverse de vas-y, je vais te prendre comme chair à canon, t'as un peu Ouais. un nom, vas-y, on va Ouais. te mettre un gars qui est un espèce de tueur et tu vas. Et en fait, c'est ça la logique. C'est Alors que exactement ça. c'est là où, pour le coup, je trouve qu'il y a une différence entre être un athlète, être un combattant et être un guerrier. Il y a ce côté de Ouais. gradation. C'est vrai. Pour vivre de ça, il faut être un athlète. Mais à l'époque, surtout toi qui l'as connu au moment où le MMA était complètement illégal et pas du tout autorisé, vous étiez des guerriers ou des combattants. C'est-à-dire, s'il fallait faire 500 km, 700 km à vos frais pour aller vous péter dans une cage, c'était souvent pas rentable. C'était C'était majoritairement pas voilà, rentable. c'était Moi, je le fais majoritairement toujours. pas rentable. Je le fais toujours. Mais en fait, la démocratisation du MMA, la hype et tout ça, c'est intéressant. C'est vrai que ça a un peu mis des priorités qui n'étaient pas les mêmes il y a quelques années. Et c'est un truc qu'on retrouve beaucoup en France, en fait. Un peu plus en France qu'ailleurs, je trouve. Et donc, c'est vrai qu'il y a un peu plus de calcul. Mais forcément, quand on comprend les mécanismes et comment fonctionne derrière maintenant le MMA, moi, je peux comprendre ces choix de carrière. Bien sûr. Et c'est pas, je peux pas, on va dire, critiquer. Je sais que c'est pas un truc que je ferais parce que moi j'ai commencé le MMA dans une optique dans cette optique un peu guerrier, tu vois, Ouais. parce que j'ai baigné dans ça avec les combattants des générations qui précèdent, qui étaient vraiment des guerriers qui allaient à la guerre, à droite, à gauche. On pouvait les appeler 3 jours avant. Ah, je peux faire le poids, ok, j'y vais. Donc c'est le développement, on va dire, du MMA. Ouais. Je pense qu'avec les années, on verra peut-être un autre développement, une autre hiérarchie dans les athlètes. Et peut-être que le guerrier va repasser devant, on ne sait pas. C'est possible. Après, j'ai l'impression que en fait, c'est le développement de la Fédé qui a fait ça. C'est-à-dire qu'on a probablement en France le circuit fédéral le mieux développé du monde, je pense. Connaissant quand même certains pays, j'avais accompagné d'ailleurs l'équipe de France pour les Europes, donc pas l'année où toi tu y es, enfin l'année dernière, mais en février quand j'étais en Serbie, tout à fait. Et je m'étais rendu compte de ça en fait, c'est que eux ils avaient accumulé une expérience qui est complètement dingue en comparaison d'autres nationalités. Ouais. Après il y a des surtout que nous, en plus, tout est référencé sur Tapologie. Ouais. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est différent. Ouais. En Géorgie ou dans les pays de l'Est, etc., c'est pas le cas. Non, donc en fait, ils vont faire plein de combats. Donc tu sais jamais, en fait, tu sais jamais s'ils sont vraiment forts, etc. Potentiellement, tu tombes sur un champion de lutte, sur un champion de sambo. Et 200 combats. Et c'est ça, en fait. Et ça, c'est peut-être un peu le côté... qui est un peu négatif, mais en même temps, au regard des performances que font les équipes de France, et toi, pour le coup, qui est issu de ce circuit fédéral français, mais qui combat pour l'Algérie. D'ailleurs, peut-être qu'on expliquera aussi ce choix-là. En fait, c'est ça aussi. Et donc, en fait, ça vous rend tout de suite bankable. En plus, on a beaucoup d'organisations. Le fait que c'est plus facile d'organiser de l'amateur, ça fait que les gens vont se pousser vers l'organisation de l'amateur plus facilement. En plus, ils sont suivis sur les réseaux sociaux. C'est tout de suite vachement plus intéressant. Exact. Et le fait que le MMA soit développé, il y a un autre truc à se dire, c'est que quand on démarre le MMA ou même les nouveaux licenciés en MMA, leurs objectifs, c'est de combattre en amateur dans un premier pas, enfin dans leurs premiers objectifs. Et donc, on se réfère aux combattants amateurs qui sont dans le milieu et qui sont en train de performer. Et donc, ça devient, on va dire, un sport, on va dire. Le MMA amateur et le MMA professionnel, moi, je distingue vraiment. C'est pas la même chose. J'ai envie de te dire que c'est 2 sports différents. Parce que t'as pas la même approche en amateur qu'en professionnel sur pas mal de phases de combat. Donc, c'est très différent sur plein de points.
Mais ça explique le fait qu'il y a un engouement aussi sur le circuit amateur. C'est que là, le MMA explose en France. Quand tu démarres le MMA, que tu as cette ambition même de combattre ou de faire des compétitions, bah, tu te réfères à ceux qui combattent en amateur. Et donc, il y a cet engouement même pour les organisateurs. C'est plus simple, ça amène du monde, ça amène un public jeune et nouveau dans ce milieu. Donc, on peut que les féliciter, quoi. Ouais. Est-ce que ça vous arrive de coacher? J'imagine, pour le coup, c'est une question qui est plus ouverte, mais en réalité, vous coachez aussi un peu à l'extérieur? Ouais, ça peut m'arriver, moi. Ouais. Toi aussi ou pas, Nassim? Moi, ouais, mais ça dépend, en fait. J'aime pas forcément coacher. D'accord. Mais quand je peux aider certaines personnes ou certains petits groupes de personnes qui cherchent à performer ou à évoluer, je le fais. Par exemple, là, ce week-end, c'est moi qui pars avec Issan au Brave. On a son deuxième coach qui nous rejoint, on a aussi son père qui nous rejoint. Et j'y vais parce que là, sur les dernières semaines, il s'entraîne avec nous. Donc, je peux aider dans le coin et donner les directives et même voir ce qu'on a bossé sur ces derniers temps pour aider aussi le deuxième coach. Donc, on va faire un boulot d'équipe. Mais en soi, j'aime pas ça. Okay. Parce que moi, je posais cette question plutôt sur le côté de... j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus aussi de personnes qui sont attirées par les sports de combat. Ah, oui, Disons qu'il y a un côté de trouver le guerrier en soi, c'est une chose. Mais il y en a plein qui, pour le coup, vont être attirés par les sports de combat. On voit le nombre d'influenceurs qui maintenant pratiquent le MMA, ou font de la boxe, font faire des choses comme ça. Et en fait, il y a ce côté aussi statutaire qui va attirer les gens. Ils veulent aussi ce label de « je suis aussi un combattant ». Je pense. Quel regard vous avez dessus, alors que vous, pour le coup, vous êtes des vrais combattants? J'ai un avis assez tranché sur ça. Moi, je pense que... En fait, je peux pas te considérer comme un combattant si tu prends pas des combattants. Et tous ces influenceurs-là, qui se combattent entre eux, en fait. Donc, tu es un combattant de la télé, mais t'es pas un combattant. Et je pense que ils vont jamais prendre de vrais combattants. Ça va pas arriver, pour moi. Donc, moi, c'est bien, en fait. C'est bien oui et non, parce que ça apporte une lumière sur le sport, parce que forcément, ils ont une communauté qui va être attirée sur le fait de regarder les événements. Mais le problème, c'est qu'en revanche, cette communauté-là, en général, pour moi, c'est des communautés qui sont un peu naïves. Ils vont penser que c'est fait aussi peut-être c'est fait pour tout le monde, mais en compétition, c'est différent. Et peut-être que les gens, maintenant, ils vont penser que c'est quelque chose de facile, en fait. Ah, je fais un combat comme si je vais... Tu vas à la boulangerie. Ouais, c'est ça. Et en fait, pour moi, ça décrédibilise pas. Ceux qui connaissent le savent. Mais pour les gens qui sont un peu plus naïfs, ils pensent que c'est un truc facile. Et c'est dommage. Sur cet aspect-là, c'est dommage. Ouais. T'as l'avis similaire, j'imagine? En fait, au début, j'avais ce même avis. Après, pour être honnête, à ce sujet, je suis dans un flou parce que je me dis, les arguments, tu vois, de Issan, ils sont valables, ils sont très vrais. Et après, je me dis, il doit y en avoir dans le lot quelques-uns qui ont cette envie vraiment de combattre, tu vois. Il y en a qui vont le faire sûrement pour le show, parce que c'est un sport qui a une hype certaine en ce moment. Et je pense que même dans ces mecs qui pourraient débuter par l'envie du statut, de la hype, il y en a qui tomberont dedans, tu vois. Donc je suis assez mitigé là-dessus. Je ne saurais même pas me positionner sur le sujet. Je trouve que c'est un sujet archi compliqué. Mais à titre comparatif, oui, je pense que c'est le jour et la nuit entre la personne qui vient de nulle part, qu'on ne connaît pas, qui démarre le sport de combat, qui a ses objectifs dans sa tête, c'est de combattre et de devenir un combattant ou un guerrier ou un athlète, et l'influenceur qui se met à faire ça. Je pense que oui, c'est deux profils différents, mais qui peuvent amener à quelque chose de sérieux potentiellement en fonction des gens. Disons que oui, il y a ce côté de... Il y en a qui vont aussi le prendre sérieusement et qui vont essayer vraiment de devenir des combattants. D'ailleurs, il y a beaucoup d'influenceurs qui disent à chaque fois moi, je fais ça, mais il y en a qui sont quand même bien meilleurs et qui font les choses de manière vachement plus impressionnante. Donc, je suis de votre avis à tous les deux, mais je trouve ça vraiment très intéressant, le mécanisme de même si je réussis tout,
ce label-là, j'aime bien l'avoir. Ouais. Tu vois, tu disais que tu t'entraînais au SBG, donc en Irlande, qui est la salle de Conor McGregor. Et Conor aussi a un peu ça. Donc il est très successful dans son business, mais il veut quand même. Ouais, c'est ça. Il veut quand même ce label de combattant. Ouais, bien sûr. C'est vrai qu'en vrai, le label de combattant de Conor, je pense que c'est le prime de Conor. C'est ça. Tout le monde l'a connu à ce niveau-là. Il a été réputé mondialement quand il a chopé les 2 ceintures à l'UFC. C'était le prime vraiment de la vie de Conor. Derrière, c'est vrai que c'est un businessman qui est plutôt qui a du succès, donc c'est top. Mais tu vois, pour revenir au sujet de l'influence et du statut de combattant, moi, ce qui m'a fait changer d'avis, par exemple, c'est Jake Paul. Ouais. En fait, Jake Paul, au début, je le prenais pas au sérieux du tout. Et le truc, c'est que plus il avance, plus je trouve qu'il combat pour performer et il affronte des combattants qui sont sur leur fin de carrière parfois, certains, mais il prend des vrais risques. Par exemple, là, je crois qu'il prend Joshua. Ouais. Pour moi, Joshua, même maintenant, c'est un vrai risque. On a vu ce qu'il a fait à Ngannou. C'est pas les mêmes humains en plus. Hein. Voilà. Joshua, il fait 2 mètres et quelques. Exactement. Donc c'est ça un peu moi qui m'a fait changer d'avis. Je me dis, c'est un influenceur initialement, mais il s'entraîne comme un pro maintenant. Et ce qu'il aide forcément, c'est qu'il a les moyens maintenant de s'entraîner comme un pro et de s'entourer. Bon, l'initiative n'est peut-être pas la bonne de base, mais au final, il arrive à gagner mon respect. Là. Oui, je pense que c'est devenu un combattant tout à fait légitime là-dessus. Mais après, c'est pas parce que t'es combattant que t'es quelqu'un de bien aussi. Donc l'image qu'il remet sur les réseaux est pas forcément celle qui nous attire. Mais moi, je trouve que c'est de toute façon hyper intéressant. Et même pour toi, je pense, parce que tu as participé, donc je pense qu'on a le droit de parler du fait que tu as participé à l'émission qui va être diffusée là prochainement, d'ailleurs, donc sur Netflix. Ça, je sais pas, mais à chaque fois, je dis sur une grosse plateforme, je sais pas si j'ai le droit ou pas, mais je peux faire plein de sous-entendus, mais je sais pas si on a le droit de citer la plateforme. J'en sais rien. De toute... La plupart des gens qui suivent le MMA savent qu'il y a une émission qui va sortir qui sera sur une grosse plateforme. Une émission qui ressemble un peu à Nouvelle École, avec pour le coup d'autres, quelques avec des combattants de MMA. Gros nom du MMA français aussi. Il y avait déjà eu ça sur M6. Il y avait un truc similaire, un truc similaire, mais là c'est grosse production, gros boulot, et ça va être très intéressant pour la suite. T'as une idée de quand ça sort ? Non, aucune idée, rien. Ah ouais ? Ça, non. Ah, c'est fou. Ok. Ça a duré combien de temps le tournage à peu près ? Peut-être un mois. Ah oui, quand même. Environ. C'était sous forme de tournoi ou un peu sous forme de TUF, donc The Ultimate Fighter, qui était l'une des émissions phares de l'UFC et qui a d'ailleurs permis aussi à l'UFC d'exploser. C'est un genre de truc avec plein d'épreuves, plein de trucs qui vont venir, mais en mode un peu surprise, quoi. Donc, je sais pas si... c'est des épreuves qui sont en lien avec le MMA. Ouais. Il y a des trucs on n'a jamais vu avant et qui sont intéressantes. Ça va être beau à voir. Mais en tout cas, ça restait dans la thématique du MMA. Ok. Voilà. Tout est lié. Et tu l'as ressenti, parce que pourquoi t'as fait cette émission-là ? Ton but, c'était quoi ? C'était de... Moi, ce que je voulais avec ça, en fait, c'était prouver dans... La caté de poids, elle n'était pas la mienne. Okay. Donc voilà, c'était une caté différente. Pouvoir prouver aux gens que je suis l'un des meilleurs prospects français, techniquement. Et surtout, c'était ça, montrer au monde entier mes capacités et mes skills, entre guillemets. D'accord. Donc il y avait le côté de, tu comprenais que ça allait être une plateforme incroyable pour que tu puisses montrer justement à quel point c'est ça. Okay. C'était vraiment le fait de pouvoir être potentiellement propulsé à l'avenir. Donc c'est exactement pour ça. Ce serait intéressant peut-être d'en reparler quand ça sortira, pour le coup, de voir ce que ça va t'apporter. Bon, là pour le coup, on va le taire un peu, mais ce sera intéressant de voir potentiellement l'explosion. Moi qui suis par exemple fan de rap, j'ai regardé donc Nouvelle École sur Netflix et c'est pareil. Alors j'aime pas tellement, je passe quasiment tous les passages télé-réalité et je mets que les parties performance, mais j'ai vu à quel point les gens avaient explosé là-dessus. C'est-à-dire les gens sont partis de 3000, 4000 vues, 5000 vues sur...
écoute plutôt sur Spotify et a des millions maintenant quasiment. Donc c'est une potentialité assez incroyable là-dessus. Ouais, quoi. c'est un truc de fou. Ouais. Franchement, ils ont pris, pour beaucoup, je vois en une semaine, Ouais. 2 semaines, ils ont pris presque 100 000 abonnés. C'est énorme. Ouais. Après, est-ce que ça va être Non, similaire ou pas? Probablement pas, puisqu'en plus, c'est la 4e saison déjà, Ouais. donc c'est pas pareil. Non, clairement. Mais ça, de toute façon, c'est qu'un plus. Ça peut être qu'un plus. Donc, Bah, ça va aussi, je pense, demander d'être entouré pour éviter pour comprendre comment ça va changer ta vie aussi. ouais, c'est ça. Parce que je pense que ça va t'amener aussi une attraction qui sera particulière. Probablement, ouais. Déjà, pour avoir suivi les athlètes des IMAF, c'est déjà aussi ça. Ouais. C'est-à-dire, il y a beaucoup, à partir du moment où tu finis par Là, c'est gagner une exactement ça. médaille, l'attraction. Moi, c'est ce qui m'est arrivé là, Ouais. ce dernier mois, c'est exactement ça. Ouais. Après, tu as plein de messages, que ce soit de managers ou de tout ce qui gravite autour du MMA. Ouais. C'est pour ça. Et t'as un manager maintenant? Là, je travaille avec Résilience, Ok. qui est le co-owner, qui est Aldric Cassata. Ouais. Et Nice. je travaille avec eux depuis longtemps. Ok, Donc, d'accord. voilà, je suis avec Ils se connaissent depuis un c'est petit ça. moment déjà. D'accord. Depuis ouais, un ça petit fait longtemps moment. depuis que je suis petit, en fait, avant même mes premiers combats en amateur. Ok. Donc voilà, on travaille ensemble, tout se passe bien. Donc, y a pas de- D'accord. Donc oui, Ouais. les choix sont... ok. ouais, il n'y a pas de problème. Non, avec mais ça. je trouve hyper intéressant. Et ce sera intéressant de voir justement ce changement-là Ouais. de statut et comment tu vas Bien le sûr. gérer. T'as de l'appréhension là-dessus? Est-ce que ça te fait peur ou est-ce que t'as hâte? Non, pas du tout. En fait, j'ai toujours eu l'impression que j'ai été fait pour ça, le truc de, entre guillemets, briller au final. Donc non, moi, ça me fait pas du tout peur. Enfin, en fait, Ok. j'adore ça. Donc, non, D'accord, intéressant. j'attends. Ouais. Il est extrême. Hein, donc, Ouais. Ouais, Voilà. très Non, mais extrême. Moi, Ouais. mon modèle, c'est Connor. Hein, donc, Ouais. on est dans le... Tu l'as déjà rencontré on est d'ailleurs? dans le truc, ouais. Ouais, vu que tu t'es entraîné à SBG. Ouais, Ça t'a c'est fait quoi d'ailleurs? Bah, ce qui est bizarre, c'est qu'au final, pas grand-chose. En fait, c'était plus bizarre de le voir, parce qu'en fait, tu le vois toute ta vie sur un écran. Et en fait, c'est juste ça, mais pas de là, enfin, rien de spécial, en fait. Et à l'entraînement, en tout cas, de ce que j'ai pu voir, c'est quelqu'un de très accessible. Genre, à la fin de l'entraînement, par exemple, il montre des conseils à même des amateurs où il n'y a pas de... Ça qui est bizarre, c'est qu'en fait, c'est ce que je disais, il a une personnalité qui peut paraître détestable sur tout ce qu'il fait à côté. Bien sûr. Mais de ce que j'ai vu, en fait, il fait tous les trucs d'un mec cool. Ouais, C'est ça qui est bizarre, en fait. je crois que c'est assez vrai de tous les combattants. Toi qui t'as entraîné aussi beaucoup. Mais des fois, il y a des ouais. trucs, c'est démesuré. Tu le vois, il arrive à l'entraînement, il arrive... Ouais, en Il y a Lambo, 5 ouais. gars juste pour lui. Ouais, Non, j'imagine. il arrive en Rolls-Royce, déjà, c'est pas lui qui conduit. derrière la Ça Rolls-Royce, change, ouais. non. Derrière la Rolls-Royce, il y a son garde du corps en Range Rover qui Ouais. attend devant. C'est-à-dire que pendant tout le temps où il s'entraîne, il y a juste un mec qui attend devant la salle. Ouais. Dans la salle, il y a des mecs qui viennent avant qu'il arrive pour lui déballer une table comme ça avec que des habits neufs. Et à chaque session, Wow. il prend les habits neufs et il enlève l'étiquette à chaque session. Il choisit ses gants. Dès qu'il finit, il lui prenne son sac, ses chaussures, il lui ramène dans les vestiaires. Tu vois, tu te dis, ouais, le mec, il abuse. Mais en fait, non, il est super cool. C'est ça qui est bizarre. En fait. Il fait Lui, le tous les trucs de- le de statut ça. a vraiment changé, tu vois, Ah, pour le ça, coup. Non, là, le statut, il a changé. Je crois que c'est l'extrême. Il y aura pas. Ouais, Il y aura plus. Mais il y a quelque chose qui relève de. J'en parle souvent avec Tanguy, donc celui qui a Ogma avec moi. C'est fou comme à chaque fois qu'il commence une fight week, il m'énerve. Et pendant la fight week, je fais putain, je veux quand même qu'il gagne. C'est un truc de ouf. Ouais. Parce que même moi qui suis pour le coup un vrai fan hardcore, etc., je regarde tout. Putain, je sais pas, il a un super pouvoir là-dessus. C'est vraiment Ouais, particulier. c'est Hein. Mm. C'est fou. C'est Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, il y a un côté de Ouais. putain, faut absolument que je regarde ça et que je bien rate sûr. pas son combat. Il est captivant. Ouais. Il est captivant. Moi, je me souviens à l'époque où justement il envoyait du trash talk à tout le monde Ouais. à l'époque quand il démarrait à l'UFC. Et en fait, tout le monde le prenait pour un fou. Mm. Et c'est ça qui était intéressant, c'est que ça captivait l'attention Complètement. et on se disait que c'est quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais vu avant. Ça a fonctionné, ça a explosé et moi, je sais que ça m'a marqué. Et que de ce fait-là, quand je vois du Connor ou qu'on m'annonce un Connor qui va combattre, je suis assez content. Je me dis, il y a le retour de cette époque c'est on va dire, je me fais une rétro. Je me dis, cette époque-là, elle était pas mal avec Connor. Et quand on m'annonce potentiellement qu'il se réentraîne ou qu'il veut revenir, je me dis, c'est un retour en arrière qui me fait plaisir. Ouais, bien sûr. C'est Wow. drôle parce que donc, toi, tu as rencontré celui qui était ton idole Dans le MMA, dans le bien sûr. MMA et toi aussi, pour le coup, avec Youssef. Et là, pour le coup, la personnalité, c'est
C'est différent. C'est vraiment différent Très pour le C'est coup. différent. Même Issam, il a rencontré Youssef. Mais je trouve qu'il y a Ouais, on un... s'entraîne ensemble avec Ouais, lui. il y a une... tous les deux sont captivants. Ouais, bien ils sûr, ils c'est quelque ils chose sont de intenses dans leur... Exactement. C'est bizarre parce qu'à travers les réseaux, bon, on le sent, mais en les ayant en face, il y a vraiment quelque chose de Ouais. palpable là-dessus. Ouais, bien sûr. On sent le poids du vécu, le poids des sacrifices aussi qui ont été faits. Exact. C'est des personnes avec Ouais. des parcours de vie qui n'ont rien de De comparable commun, avec, ouais. avec le commun des mortels, ouais, clairement. Mm. À savoir, est-ce qu'ils étaient guerriers nés ou est-ce qu'ils le sont devenus à travers les choses. Je pense que ce serait intéressant de les avoir pour en discuter. Donc, message à Conor McGregor et Youssef, ce serait cool. Ouais. Mais oui, c'est quelque chose de particulier C'est vrai. à avoir. Ils sont un sur, je sais pas, sur des millions, Ouais, j'imagine. t'en as Ouais, pas bien beaucoup sûr. Ouais. comme ça. Mais c'est pas parce que il y en a qui peuvent arriver au sommet aussi à force de travail et de mental. Donc il n'y a pas que cette exemplarité là. Non, bien sûr, bien sûr. Et là, ce que tu vois, même la plupart du temps, c'est ce travail de mental et de force et de pratique qui fait que les gens deviennent champions maintenant. Ouais. Des profils là, comme ça, de mémoire, j'en vois pas énormément en ce moment. Ouais, peut-être il y a. Il y a Topuria, mais il y a Topuria, il me fait penser à Conor, mais il s'est beaucoup inspiré, on va dire. Ouais, Ouais, complètement. bien sûr. Mais quand on a connu cette période du Conor Ouais, originel, C'est pas pareil. il y a Topuria à côté, ça passe pas de la même manière, Non, même je s'il est super performant. Mm. Je suis d'accord avec ça. Je pense qu'il est plus performant, mais moins captivant. Exactement. Et pour le coup, c'est intéressant parce qu'on parlait par exemple du record. J'ai fait aussi un peu de matchmaking pour des petites organisations locales. Et puis je travaille avec pas mal d'organisations en France et récemment aussi avec le Brave. Donc c'était hyper intéressant. Je sais que le record professionnel, c'est quelque chose qui est assez sacré. Toi, tu es à donc 4-4 avec une décision qui devrait être Voilà, c'est en cours de négociation. mais ça prend beaucoup de temps. Ouais. Pour expliquer, donc c'était un combat à Hexagone contre un combattant belge. C'est ça. Donc qui a fini par gagner ce combat, mais qui a été contrôlé positif au produit dopant. Donc, selon les règles françaises, normalement, ça devrait être transformé en défaite. Selon les réglementations plutôt à l'étranger, c'est plutôt en no contest. Ouais. Mais on verra un peu comment ça va se passer. Exact. Mais qu'est-ce qui te pousse, qu'est-ce qui continue à te pousser, sachant à quel point les gens sont accrochés au record, limite parce que tu es à 4-4, il y en a plein qui diraient bah en fait c'est pas un bon combattant alors que il y en a plein qui rien à- peuvent le penser. Après, ça, j'en parlais avec d'autres combattants qui sont très performants. C'est moi, je sais que mon record ne reflète pas le niveau que j'ai. Ouais. Et moi, après, le truc, c'est que j'ai toujours combattu pour moi-même. Donc, j'ai pas de manager, je me manage moi-même. Je réussis à gérer le fait de combattre quand j'en ai envie. Et les arguments pour combattre, je les ai. C'est que j'ai toujours aimé les challenges. Donc, c'est aussi le fait de prendre des risques qui fait que j'ai un palmarès qui n'est pas à un score vierge. Mais j'ai jamais voulu combattre pour avoir des combats faciles. Sinon, je me serais mis à faire de la comédie ou faire écrire des scénarios pour des séries ou des films, tu vois. Moi, j'ai toujours voulu prendre ce risque de me dire, le matin, je me réveille, je sais que je vais me donner à fond à l'entraînement parce que en face de moi, j'ai un mec qui est bon et qui est en capacité de me battre, mais sauf que là, la réalité, c'est que je dois tout donner pour le battre. Donc sur l'échelle, on pourrait dire que tu es plus combattant guerrier que athlète. Ouais. Bah, après, je m'entraîne comme un athlète, mais ce qui te pousse, le moteur, il est davantage le côté dans tes tripes de toi te mettre des défis personnels. Exactement. Me mettre des défis perso. J'ai déjà refusé des combats parce que je trouvais que l'adversaire, il n'était pas... vu que ça allait pas être challengeant pour moi, tu vois. J'avais aucune motivation à m'entraîner pour un adversaire que je trouvais pas fort. Donc j'ai déjà refusé. Et moi, je sais que je ne changerai pas. On m'a déjà dit plusieurs fois, ouais, mais il faut faire en fonction de comment le business fonctionne. Je sais, mais moi, je ne changerai pas là-dessus.
C'est exemplaire pour toi, ce genre de mentalité-là? Ouais, bien sûr, bah, c'est exactement ce que je vise pour la carrière amateur pour le moment, c'est de prendre les mecs les plus forts. Comme ce qui va se passer dimanche, bah, c'est exactement ça, prendre des challenges toujours plus gros et même combattre, alors que je suis pas du tout un 77, mais par exemple aller combattre à 77, ça, ce genre de choses, moi, ça me dérange pas en fait. Plus c'est haut, mieux je me sens. Donc, Ok. et je ressens très peu la pression du combat. En fait, c'est tout ce qui gravite autour, puisque comme on parlait tout à l'heure de ça, c'est un peu un truc familial maintenant, vu que j'ai mis un peu tout le monde dedans, donc que ce soit mon père, ma mère, Mhm. ils sont à fond dedans. Moi, ma mère, des fois, elle m'envoie des messages le matin, lève-toi, va courir. Ah ouais. Non, non, elle est à Elle fond regarde tes dedans. combats aussi ou pas? Ma mère, elle pisse tout ce que je fais sur Instagram, sur Snap, sur YouTube. Wow. Ma mère, elle suit tous mes trucs, elle like tous mes posts, elle commente. Ma mère, elle suit tout. Elle est à fond, À la ça, moindre minute. Des fois, même, elle regarde. Elle me dit, ah, mais lui, c'est ton pote depuis longtemps, il a pas liké. Je regarde qui like mes posts. Non, ma mère, elle est à fond sur ça. Ma mère, elle regarde tout. Mon père, c'est pareil. Mon père dès qu'il y a il parle avec quelqu'un, téléphone, c'est moi dessus. Incroyable. C'est pour ça que j'ai un peu mis tout le monde dedans. Et du coup, c'est plus la pression de ne pas les décevoir. Mais par contre, la pression du mec en face et du combat, c'est un humain comme moi, il n'y a pas de. Sans il toi et s'entraîne lui, en comme fait. moi. Ouais. Ouais, c'est exactement ça. Exact. Et je dirais même pire, c'est qu'en fait, en combat, je vois même pas moi et lui, c'est juste moi et moi. J'ai l'impression juste d'avoir une cible qui bouge. Et c'est tout. Je vois pas un humain en face de moi. C'est très bizarre. Ok. Ouais. Ça, c'est très bizarre, on va peut-être consulter. Non, je te jure, en fait, je sais pas si je déshumanise la personne, mais en fait, je vois juste comme si je jouais à un jeu où je dois résoudre un problème. En fait, c'est juste un truc avec un problème qui m'envoie des informations. Au final, tu sais que j'ai peut-être eu la même pensée Mais je que vois toi pas, sur, je vois pas un gars. j'ai peut-être eu la même pensée que toi sur une chose, c'est qu'une fois, je me suis posé la question, je revoyais des séquences de combat à moi où je mettais des coups de coude en Grand and Pound. Mm. Et je savais qu'à ce moment-là, parce que je me rappelais de ces moments dans le fight, j'avais zéro sentiment, rien du tout. Ouais. Et je me disais, mais j'ai l'impression que j'étais... il n'y avait ni haine, ni rien, ni... C'était vrai. donc c'est très neutre, cette phase de combat. Mm. Et je me dis, ah ouais, j'ai l'impression de faire du Grand and Pound sur un sac, alors que c'est une personne en réalité en face. Et ça peut paraître très violent pour l'extérieur, c'est vrai. Mais ça faisait partie un peu du jeu et des règles. Donc c'est une question que je me pose toujours. Je me dis comment on fait des fois, parfois, pour faire ça. C'est particulier, Ouais. mais c'est compréhensible. Et en même temps, vous voyez ce que c'est le Bhagavad Gita? C'est l'un des textes fondateurs de l'hindouisme. Ouais. Donc, c'est une partie de quelque chose qui est plus grand, qui s'appelle le Mahabharata. Ouais. C'est un genre de l'Iliade et l'Odyssée chez les hindous. Ok. D'accord. Et dans ce passage-là, en fait, c'est deux parties de la même famille qui se font la guerre. Donc, il y a les Kauravas et les Pandavas qui se font la guerre. Arrive le moment où ils vont se taper dessus, ils vont se faire la guerre. Il y a la revue des armées, donc chaque armée se fait face. Donc, il y a d'un côté donc, les Pandavas qui sont les héros de l'histoire, qui sont des frères. Et de l'autre côté, il y aura leur maître, leur cousin, et ils vont devoir se taper dessus et se tuer. Et Arjuna, qui est le héros le plus jeune de tous les frères et qui est le plus puissant, il est le fils direct du dieu le plus puissant de l'hindouisme. Mhm. Et il fait la revue des armées, il dit, mais moi, si je refuse de combattre, on est moins nombreux, on va perdre. Donc comme ça, il y aura moins de morts. Si je dis moi que je combats pas, on arrête le combat, c'est fini, il n'y a plus de bagarre. Et il dit, si par contre, moi je participe, parce que je suis le plus fort, on va gagner. Mais il va y avoir plein de morts. Et potentiellement, je vais tuer mon maître, je vais tuer mes cousins, je vais tuer des amis et des choses comme ça. Ouais. Et donc, il se fait un espèce de côté presque moral en disant, je sais pas si je dois combattre. Ouais. Et il fait donc ce passage-là avec son cocher, qui s'appelle Krishna. Et en fait, ils débattent sur est-ce que je dois aller combattre, est-ce que je dois pas aller combattre. Et par l'argument, Krishna n'arrive pas à le convaincre du bien fondé du fait d'aller combattre. Et il dévoile en fait le fait qu'il est le Dieu suprême, donc qu'il est l'avatar du Dieu suprême. Il dévoile le fait qu'il est tout puissant, etc. En lui expliquant, en fait, je t'ai mis sur terre, tu as été mis sur terre pour être un guerrier. Donc tu dois y aller sans haine, sans volonté de faire du mal, juste parce que t'es fait pour ça, en fait. Exactement. Et je crois que c'est un petit peu cette mentalité-là que j'ai l'impression de percevoir dans ce que tu racontes. Ouais, c'est sûrement ça. C'est même totalement ça, j'ai l'impression.
Mais bon, après, avec Oui. moins le côté divin. Oui, Mais, complètement. mais ouais, sur le combat, je pense que c'est ça. C'est que quand tu y réfléchis après, tu te dis, ouais, c'est vrai que c'est violent. Mais comme tu dis, C'est c'est un une- c'est espace de une- liberté. Tu ferais c'est pas ça ça. dans la vie de tous les jours. Exactement. C'est un espace de liberté où on connaît les règles et c'est pour Mm. ça qu'on va dire qu'on les applique. Mais ouais, ça doit être cette réflexion-là, tu vois. Et je pense aussi qu'il y a un problème de mots. Je pense qu'on utilise le mot violence à mauvais escient. Pour moi, C'est la ça. violence, c'est appliquer de quelqu'un sur quelqu'un d'autre sans qu'il y ait eu un consentement Ouais. mutuel. Mm. Il faut différencier peut-être... ou alors, on utilise le mot violence, mais on utilise le mot violence pour le fait juste de dire que c'est un sport qui implique de l'opposition physique, et on parle d'agression dans le temps normal. Alors que quand on entend ça, il y en a beaucoup qui se disent « Ouais, t'es quelqu'un de dangereux, t'es quelqu'un de violent quand tu fais du C'est MMA », alors ça, que j'ai c'est- jamais rencontré... en vrai, les gens qui font du MMA sont plutôt... Parce que pour moi, ouais, en désignant la MMA avec la violence, c'est perçu de manière péjorative. Donc, ouais, c'est pour ça, Ouais. je pense que c'est mal vu. Moi, Enfin, j'ai- d'utiliser ce mot. Moi, j'ai toujours eu une réflexion différente là-dessus quand je parlais à des gens qui n'étaient pas forcément proches du MMA. C'est qu'en réalité, j'ai toujours dit ça et je le pense toujours, c'est que prendre des patates dans la tête, c'est parfois moins violent que ce qui peut arriver à certaines personnes. Un mec qui perd tout dans sa vie, sa femme, son logement, qui devient SDF ou qui est criblé de dettes. Je préfère, moi, prendre des coups que prendre ce genre de violence-là, tu vois. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Ouais. Et ça, parfois, ben, après, c'est la société qui pousse les individus à penser de cette manière. C'est que la violence physique, comme on peut la définir, elle n'a pas le même impact que parfois des violences de tous les jours. Les gens qui bossent dans des milieux qui détestent, qui font ce boulot pendant des années, qui subissent et qui subissent, qui au final, ils se font violence eux-mêmes, Mhm. c'est beaucoup plus dangereux à mon sens, tu vois. Je suis tout à fait d'accord. Et j'ai l'impression aussi que, en fait, le niveau de société qu'on va acquérir, c'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai voulu, avec Tanguy, créer ce podcast Zone Rouge. L'idée, c'était de se dire que on a créé la société pour essayer de pacifier nos relations. On est des animaux qui sont relativement faibles seuls. Et donc, en fait, on essaye de créer une société en se disant, bon, bah, on va éviter qu'on se tape dessus parce que si on se tape dessus, ça va être problématique. Et donc, en fait, le niveau de société, il augmente. Donc, on bannit le fait de la violence physique. Ouais. Mais en faisant ça, eh ben, on fait naître des violences qui sont des violences mentales, etc. Tu es infirmier aussi je sais pas si tu l'es toujours d'ailleurs. Là, je le suis plus, là. Ouais, donc c'est assez récent, mais pour le coup, tu as dû voir à travers ça une espèce de violence. Ouais, complètement. Le fait d'être infirmier, c'est un métier qui est beau, tu vois, je le redis, mais la réalité du métier d'infirmier, c'est très violent, tu vois. T'as un rythme de vie où tu vois forcément que des gens qui sont dans un état qui n'est pas forcément bien physiquement, voire même mentalement. Les crises sanitaires, ça rajoute pas mal de problèmes. C'est une forme de violence qui peut être amenée quand tu es infirmier et que tu es dans une crise sanitaire. Tu as moins de droits, tu subis certaines choses. Je sais pas, rien que le fait de ne pas pouvoir prendre tes vacances comme tu veux avec ta famille, bah, eux vont aller en famille en vacances, toi on va te les refuser. Bah, tous ces petits trucs-là, mis bout à bout, ça te crée une forme de violence qui est des fois même plus dure que la violence physique. Donc, Et en plus des deux côtés, parce que c'est du côté du patient oui. et du côté, pour le coup, du côté du de patient. l'infirmier, parce que ça, comment dire, la santé, ça se délite un peu, même plus qu'un peu en France. Ouais. Est-ce que c'est aussi ça qui t'a poussé à peut-être arrêter, en plus du fait de vouloir, comment dire, ne vivre que du MMA et de ce qu'il y a autour? Moi, ouais, c'est ce qui m'a poussé. C'est un peu au moment où j'ai démarré jusqu'à la fin, je pense que d'année en année, de mois en mois, je perdais l'envie d'être infirmier. C'est un métier qui est compliqué, c'est un milieu qui est compliqué. Tu es forcément au contact de beaucoup de gens qui sont dans des positions physiques
ou qui sont, tu sais, on a déjà vu la mort, la mort, tu t'y habitues au bout d'un moment, ça c'est une folie, mais c'est la réalité. C'est que tu t'y habitues, donc t'es que dans un milieu, on va dire, négatif. Parce que t'as des gens qui sont mal en point, t'en as certains qui vont s'en remettre, mais c'est jamais fini. Et puis ensuite, à ajouter à cela, tu vois qu'il y a des problèmes des problèmes structurels dans la hiérarchisation des hôpitaux qui amènent à d'autres problèmes qui vont retomber sur toi. Donc, tout cet aspect négatif, c'est le fait de vouloir le fuir qui fait que moi, j'ai préféré essayer de passer à autre chose. C'était une vocation au début qui t'a poussé vers le métier d'infirmier? J'ai toujours aimé le milieu hospitalier, j'ai toujours aimé le fait d'aider les gens. Là, je le fais dans le MMA, tu vois, j'aide des combattants, j'aide Issan pour l'entraînement. Si il a besoin de moi, il m'appelle, il sait que je serai là. Toujours aimé aider les gens. Et c'était un peu ça qui m'a poussé vers le milieu. C'est fou. Ouais. C'est vrai que c'est un peu paradoxal quand on imagine, on parlait notamment du grand endpoint avec des coudes, mais en même temps, ça ne l'est pas tant que ça quand on réfléchit bien. Et c'est là aussi où je pense que je voulais en venir avec le podcast. Et c'est pour ça aussi que je tenais au fait de t'inviter, parce que tu as cet aspect qui montre en fait que c'est pas parce qu'on rentre dans une cage qu'on est sociopathe, qu'on est un animal. C'est même très loin de là. Toi, on le sent aussi, la quête personnelle. On le sent aussi d'ailleurs chez Ilsan, ce côté de... Ouais, j'ai envie de me prouver à moi-même, de prouver aux gens que je suis pas là pour rien, quoi. On parlera peut-être, parce que là je vois que le temps s'égrène, on va se faire juste une petite dernière rubrique. Je sais que dans le texte, donc dans l'essai qu'on a fait, il y a aussi le côté d'addict à l'adrénaline. Est-ce que vous ressentez ça? Côté un peu plus léger. Comme on en parlait tout à l'heure, je pense que bien sûr, c'est en fait, ça fait, pour moi, l'adrénaline, elle fait partie du sentiment qu'on souhaite revivre quand on gagne, mais il y a aussi le moment de monter dans la cage, toute cette partie avant de perdre de poids, même si c'est pas fun, en fait, au final, ça te met dans quelque chose, dans une genre de bulle, et je pense que tout ce qui se passe en Fight Week, c'est un peu, ça rentre dans ce côté de je ressens l'adrénaline, parce que le combat, il va arriver, en même temps, tu dois te préparer à ça. Pour moi, je pense que ça rentre clairement dedans. Ouais. Et si tu faisais pas du MMA, tu ferais quoi comme autre sport? Actuellement, si je ferais pas du MMA, je pense que je ferais un sport de combat, peut-être du Muay ou du Donc ce serait quand même là-dessus. Toujours, ça gravite toujours là-dessus, je pense. Toujours autour de ça. Et toi, Nassim? Moi, je pense que je suis accro à l'adrénaline. Moi, j'en suis quasiment sûr. J'aime bien ça, ce ressenti-là d'être parfois dans le stress, dans le bon stress comme dans le mauvais si on est dans un combat qui se passe mal. C'est intéressant parce qu'en plus, c'est, on va dire, quelque chose qui te permet vraiment de te connaître toi profondément. Tu vois, genre, j'ai l'image de Naruto, pour ceux qui connaissent les mangas, quand il parle à Kyuubi dans sa tête, enfermé. C'est là, tu vas parler à ton propre Kyuubi, ton propre démon, ton propre démon, et tu vois qui tu es réellement, tu vois. Donc ouais, j'apprécie ça. Et en réalité, je pense que si je faisais pas de sport de combat, là, je me mettrais à un sport, je sais pas, tout à l'heure, je te disais l'alpinisme. Ça me tente de plus en plus, ce genre de choses-là, des trucs un peu extrêmes, ou je sais pas, tenter saut en parachute, à voir. Et comment vous êtes vu par vos proches là-dessus? Vous passez pour des fous ou maintenant ils ont compris? Toi, pour le coup, c'est vrai que ta mère te soutient, donc c'est peut-être différent. Moi, tout le monde me soutient, mais ma mère, elle me soutient, mais en revanche, elle me comprend pas. C'est ça qui est très bizarre. Ça, elle comprend pas ce genre de choses. Moi, elle m'a déjà dit, je suis content de ce que tu fais, mais en fait, te voir frapper des gens, ça me rend pas forcément fier. Tu vois. Mais ça, mais elle a compris que c'était ça qui t'habitait. Ouais, elle a compris, et plein de fois, des fois, je lui parle, je dis exactement ce que je ressens. Et comme on parlait avec Nassim tout à l'heure, quand je ressens pas énormément de sentiments. Et ce genre de choses, j'adore ça quand on est dans la cage. Et ça, elle me prend. Ça, elle a du mal à le comprendre. Ouais. Mais moi, pourtant, c'est ce que j'adore. Mais après, je sais pas, peut-être même un peu dans la vie, des fois, je me sens comme ça qui est bizarre. Je sais pas, mais je me sens comme ça. Même le fait d'avoir le dessus. Je sais que par exemple, un de mes derniers combats au ZIMAF, le mec, avant, je sais pas pourquoi, il faisait que de me regarder, il est venu me parler. Ça se voyait qu'il avait peur. Je sais pas s'il était stressé et tout. Et ouais, c'est ça, en fait, je ressens pas vraiment d'empathie ou de trucs comme ça, pour lui en tout cas.
En gros, il est venu me voir, je sais plus, il m'avait dit quoi. En gros, il m'avait dit un truc en gros, respect, all respect. Et moi, dans la tête, j'étais en mode, oui, va Je vais quand même te t'échauffer, casser la t'inquiète, tête. va t'échauffer, Ouais. on va. Et c'est pour ça, donc, ouais, non, sur ça, ils ont du mal à me comprendre. Mais je crois que c'est aussi un point positif d'être capable d'éteindre et d'allumer ce genre de choses. C'est plutôt une force Ouais, bien sûr. je pense qu'il faut aussi le dédramatiser. C'est d'ailleurs, encore une fois, toujours le but de Zone Rouge, c'est de montrer aussi que c'est pas parce que tu es capable d'éteindre tes émotions que tu es complètement asocial. C'est juste que c'est même d'ailleurs, dans la nature, c'est l'une des choses les plus communes qu'il y a. C'est aussi un instinct de survie. Ouais. Bon, bah. Je pense que ça va être plus ou moins le moment de conclure. Je vois le timing qui se termine, tout est à zéro. C'était un grand plaisir en tout cas de vous avoir tous les deux. J'ai trouvé la discussion hyper intéressante. Je suis presque un peu frustré parce qu'il y avait d'autres choses que j'aurais bien voulu aborder, mais bon, on reviendra. C'est avec plaisir. Est-ce que vous auriez des gens que vous aimeriez voir sur ce podcast? Est-ce qu'il y a des personnes, on s'en fiche si c'est même de l'international, ça va quand même nous donner des idées de personnes à inviter sur ce genre de projet-là. Pas forcément d'ailleurs du domaine du MMA, pourquoi pas des entrepreneurs ou autres, je ne sais pas. Ouais, pourquoi pas. Moi, là, je vais te sortir Michael Lebou parce que je pense que c'est un mec que les gens ne connaissent pas forcément. Et en fait, quand tu parles avec lui, tu vois qu'il est. Il y a quelque chose au fond de lui, tu vois. C'est ça qui est intéressant, tu vois. Il est philosophiquement, je pense, plus au fait de ce qui se passe dans sa tête que la plupart des gens. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord. Et pour toi? Moi, je t'aurais dit Azael, je pense. Ouais. Ce serait intéressant surtout que c'est un format qui est. Enfin, on parle pas souvent de choses comme ça. Donc, je pense que c'est intéressant aussi d'avoir son point de vue sur ce genre de sujet. Mais on l'aura. On l'aura. Et l'invitation est lancée pour le coup, Mika et Azael. À la prochaine. Suivez-nous, n'hésitez pas donc à liker, à suivre donc les Instagram de ces deux personnes. Ce sera en description, je l'aurai mis aussi pendant la vidéo. Il nous reste plus qu'à nous dire au revoir. N'hésitez pas aussi, donc il y a le questionnaire pour pouvoir savoir quel type d'extrémophile vous êtes, et il y a aussi l'essai qui est en ligne. Donc voilà. Merci à tous et à la prochaine. Bon courage. Ciao. Ciao. Top. Bye.